t'ai dit moins c'est mieux, et nous on y croit chez Citeo. Et pour aller plus loin sur ce sujet, CN Ratim Basafi, je l'ai bien dit, m'a rejoint sur scène. Bonjour Adeline. Bonjour, merci CN. On va aller effectivement un peu plus loin sur cette question. On va commencer là aussi par la base. S'il y a encore quelqu'un qui doute de l'efficacité, de la priorisation, de la réduction pour réduire les impacts environnementaux des emballages et des papiers, est-ce que tu peux nous rappeler pourquoi c'est effectivement le tout premier levier à activer? Parce que réduire les emballages, c'est réduire les impacts environnementaux et ça marche. C'est vraiment le premier levier parce qu'un matériau équivalent, ça veut dire extraire moins de matière, transporter moins de matière, moins en transformer. Et donc, Valentin en avait parlé, mais ça se retrouve en fait dans les indicateurs environnementaux. On en a parlé tout à l'heure, on avait comparé ces deux paniers, un qui était très optimisable, l'autre qui était très optimisé. Alors évidemment, il n'y a pas exactement les mêmes fonctionnalités, et ça c'est une question qu'il faut qu'on se pose. Est-ce qu'on garde ces autres fonctionnalités au-delà de protéger le produit? Et on arrive à une réduction de moins 50% de gaz à effet de serre. Ça marche. Ça fonctionne, oui. Il faut réduire de combien? Parce qu'on parle de réduction, on a des objectifs qui sont ambitieux. C'est quoi le Graal? Qu'est-ce qu'il faut viser? Alors, s'il y avait un chiffre clé à retenir, c'est qu'il va falloir réduire de moins un quart le gisement actuel par rapport à 2030. C'est extrêmement ambitieux. C'est un objectif qui est dans le Code de l'environnement et sur lequel les éco-organismes ont été responsabilisés. Donc c'est moins 15% par rapport à 2010, mais comme le gisement a augmenté par rapport à aujourd'hui, c'est moins un quart. Donc là, je vous invite à fermer les yeux, à visualiser un rayon d'usage unique et à imaginer si on enlevait un quart de ces emballages. C'est vraiment le chiffre clé, moins 25%. Après, il y a d'autres objectifs réglementaires. On a le moins 20% d'emballage plastique d'ici fin d'année, aucun emballage plastique inutile en 2025, et puis d'ici 2030, réduction de la moitié des bouteilles de boissons. Alors, des efforts ont été faits, les entreprises ont beaucoup travaillé sur l'optimisation. Tu parlais du panier optimisé, donc il y a eu des efforts de fait, mais là, manifestement, ça ne suffit pas. Tu l'as dit, la marche à franchir, elle est considérable. Qu'est-ce qu'on active alors? C'est quoi les solutions? Alors, l'allègement, ce sera bien pour certains matériaux, mais pas tous. Pour l'ensemble, en fait, il va falloir aller sur les 5 leviers rupturistes que vous avez eus sur la vidéo. La fin des emballages de regroupement, la frugalité des fonctionnalités, aller sur des grands formats quand on peut, aller vers du format souple et en ouverture de chakra, travailler sur ces produits solides concentrés à diluer. Nous, chez Citeo, on croit que sur la réduction, il faut travailler sur l'ensemble des matériaux, parce que vous voyez, 25%, c'est énorme, et du coup, il va falloir travailler sur l'ensemble des matériaux. Et puis surtout, il va falloir faire basculer des rayons entiers, et c'est là où il va falloir travailler de façon collective avec des approches sectorielles. Alors, comment on repense complètement l'emballage, mais en levant quand même les freins qui sont aujourd'hui très, très clairs, même que nos clients, que nos partenaires repèrent, ils sont assez nombreux. Comment on va déverrouiller ces freins qui sont aujourd'hui, ralentissent aujourd'hui la réduction, ne permettent pas encore d'être complètement satisfaits sur cet objectif? C'est vrai que les leviers, quand on les voit en théorie sur un slide comme ça a l'air facile. Mais ça ne l'est pas, parce qu'il y a beaucoup de freins à lever, ils sont de différentes natures. Il y a évidemment le frein consommateur, on sait que des industriels partent en avant et ne rencontrent pas leur marché, donc voilà, il faut accompagner aussi le consommateur, parce que demain, les emballages ne ressembleront pas à ceux d'aujourd'hui, c'est ça la révolution qu'on prépare. Et puis il y a évidemment avec ça des freins techniques et industriels à lever, et c'est tout le cœur de notre discussion aujourd'hui. Et puis enfin, les freins de merchandising, est-ce qu'il y a de la manutention supplémentaire? Enfin voilà, l'ensemble des freins sont à adresser. Certains industriels proposent déjà des nouveaux codes de marché, mais voilà, on sait qu'il y a encore pas mal de choses à faire. Voilà, on a des témoignages d'entreprises, on les rencontre, on parle avec elles, et elles nous indiquent quelles sont leurs difficultés opérationnelles. Donc voilà, c'est important pour nous aussi de bien identifier tout ça. La R&D, elle va aider à quel niveau? Est-ce qu'elle va aider notamment sur les points les plus sensibles, ou je dirais les plus lourds, par exemple les process industriels, ce qui prend vraiment du temps,
de l'investissement, de l'argent aussi pour aboutir. Oui, sur la réduction, c'est quand même des choses très concrètes, c'est quand même des emballages qui existent. Enfin, il y a des choses à imaginer, mais on est plutôt sur peut-être passer d'un segment à un autre. On est sur du souple, ça existait dans tel produit, peut-être qu'il faut l'imaginer sur un autre produit. Enfin, il y a tout ça à faire. Ce qu'on sait, c'est que ça va engendrer des changements sur les lignes. Travailler sur le vide, ça peut avoir un effet sur les cadences. On va rajouter des modules. Voilà, on a un industriel qui nous parlait de comment il a fait pour supprimer le couvercle sur sa barquette de salade traiteur. On sait que les difficultés, elles sont partout. Le couvercle, il était porteur, donc en fait, il a fallu repenser l'ensemble du système d'emballage secondaire et tertiaire. Il y avait des étiquettes, des informations réglementaires qui étaient sur ce couvercle, il faut le mettre ailleurs. Sur les tapis de convoyage, il y a des ajustements parce que la largeur n'est pas exactement la même. C'est toutes ces choses, en fait, qui nécessitent des adaptations et des évolutions. Et nous souhaitons accompagner les entreprises là-dedans. Alors justement, là, on a une actualité côté appel à projet. Tu vas pas tout nous dévoiler, on communiquera très bientôt dessus, mais appel à projet 2025 de cette année sur la réduction. Et puis les groupes sectoriels, tu l'as évoqué aussi. Juste un point d'actualité, on en est où? Ça prend bien, ça avance? Alors le jury s'est réuni et a sélectionné 15 lauréats, que je ne peux pas vous annoncer là, mais très bientôt. Ça, c'est pour l'appel à projet réduction. Ça, c'est sur l'appel à projet réduction 2025. Et puis, on va lancer ces groupes de travail sectoriels, notamment sur la virtualisation du lot de regroupement, du lot promo. Donc ça, c'est des réflexions qui sont plutôt bien avancées. Et puis, on va travailler également sur le vide dans les colis de vente à distance. Donc, on est convaincu que tous ces sujets-là doivent être adressés ensemble pour améliorer la connaissance sur ces sujets et puis lever les freins. Eh ben, merci beaucoup, Seine. Merci pour cet éclairage sur la réduction. Je te laisse regagner la salle. Et on va, un projet que tu connais très bien, évidemment, on va prendre un bel exemple sur un emballage, je dirais, historique, presque un iconique, qui a fait beaucoup de chemin en matière de réduction. Il s'agit de la bouteille de vin en verre. Et pour justement nous raconter quelle a été son évolution ces dernières années, je vais appeler Pauline Tabourel, responsable éco-conception chez Adelph. Pauline, la bouteille de vin, c'est ton sujet, celui de tes partenaires. Exact. Est-ce que tu peux nous raconter justement quel parcours cette bouteille a fait en matière de réduction? Tout à fait. Bonjour à tous. Donc moi, je fais partie d'Adelph. Adelph, c'est la filiale de Citeo, et historiquement qui accompagne la filière des vins et spiritueux, entre autres. Donc là, on va faire un focus sur l'emballage historique, la bouteille de 75 centilitres en verre, qui est encore le modèle phare de la filière vin. Je vous laisse la regarder. Qu'est-ce que vous remarquez sur celle-ci? Est-ce qu'il y a une distinction, quelque chose? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce qu'elle ressemble à toutes les autres? Sans suspense, oui, à l'œil nu, elle ressemble à toutes les autres. Mais c'est une petite révolution, une petite prouesse technique. Elle fait que 300 grammes, et c'est aujourd'hui la bouteille la plus légère du marché pour une bouteille de 75 centilitres, donc créée par Veralia. Pourquoi je vous parle de poids? Parce qu'au sein de la filière vin et spi, quand on fait des bilans carbone, on se rend compte que le post-emballage, c'est entre 30 à 40% d'impact sur le bilan carbone. Donc notre bouteille en verre, le poids de notre bouteille en verre a un impact sur cette notion de bilan carbone et d'environnement. Pourquoi toutes les bouteilles ne font pas 300 grammes? Évidemment, parce qu'il y a encore des freins à lever. On a cette peur de casse sur ligne, de casse dans le transport. Cette notion encore un peu d'idée reçue de une bouteille plus lourde égale vin plus qualitatif. Pas forcément. On a aussi des enjeux techniques, notamment sur le champagne, par exemple, où vous allez avoir jusqu'à 8 bars de pression au sein de la bouteille, donc il va nécessiter une robustesse, par exemple. Donc en fait, la R&D, elle va permettre de passer ces caps-là et d'adresser ces sujets-là tous ensemble avec de l'accompagnement. Donc là, je vous présente 5 lauréats Adelph. Donc pour les amateurs de vin, vous allez reconnaître les typicités de bouteilles. On parle de bouteilles syndicales, dites collectives, donc qui représentent une appellation viticole. Et donc ces 5 lauréats ont postulé à l'AAP réduction du poids des bouteilles syndicales. On retrouve la bouteille de Picpoul de Pinet, la bouteille de Grès de Montpellier,
la bouteille des Côtes de Provence, la bouteille de Tavel et enfin la bouteille de champagne. Donc ces 5 lauréats vont travailler avec Adelph, travaillent sur de la R&D avec les verriers et nos équipes experts pour pouvoir réussir à garder leur identité. Hein, vous voyez, il y a des écussons, il y a des reliefs, il y a des gravures, il y a des designs différents, tout en allégeant le poids de manière significative. Ce que vous voyez ici, ce sont les anciennes bouteilles, les bouteilles actuelles que vous trouvez encore dans les canaux de distribution, puisque les nouveaux modèles sont encore au chaud chez les verriers, mais en 2026, on pourra vous les présenter. C'est toute une filière là, qui s'organise sur ce sujet collectivement. Ça fait des années qu'on tend vers de l'allègement. Là, il faut aller chercher les derniers kilomètres. On a des fédérations qui s'engagent, des metteurs en marché qui s'engagent, des fabricants qui s'engagent, et bien sûr, Adelph et Citeo qui les accompagnent. Des premiers chiffres, et ça, c'est des super nouvelles, qui sont issus de cet appel à projet. Sur ces 5 lauréats, on estime que ça représente 250 millions de bouteilles qui vont être allégées, donc c'est pas rien. Et en termes de pourcentage d'allègement, au global, on est sur un 17%. Si on fait un focus vin tranquille, on est à moins 21%, donc ça résonne avec le 15% de CN tout à l'heure. Et sur la bouteille de champagne, il y a des enjeux techniques un peu plus forts, on y va petit pas par petit pas. Là, on est sur une étape à moins 4%. Très concrètement, parce qu'en fait c'est du concret pur et dur, ça représente à peu près quasiment 10 catonnes d'économie de verre par an. Donc en termes de réduction de gisement, et vous savez que le verre c'est le matériau qui a le plus fort gisement au sein de tous les emballages ménagers dû à son poids, on tend vers une réduction d'impact importante et on tend vers collectivement un enjeu positif pour tendre vers ce 15%. De plus, ce qui est intéressant, c'est aussi qu'on a là un porteur de projet qui va être le syndicat et qui va ruisseler vers tous ces vignerons adhérents. Et de même, on va concaténer toutes ces connaissances, retours d'expérience, bonnes pratiques, pour pouvoir les diffuser, pour que n'importe quelle autre structure qui puisse travailler sur ce sujet puisse avoir un support pratique et d'accompagnement. Je voulais finir par vous dire que, en effet, pourquoi on veut réduire ce poids-là? Parce qu'on réduit notre bilan carbone, on réduit l'impact environnemental évidemment, on réduit le gisement de déchets et surtout aussi on fait des économies. Réduire le poids de ma bouteille, c'est réduire les coûts en matière sèche, c'est réduire les coûts en transport et c'est réduire potentiellement une contribution. Donc voilà, le train est en marche, n'hésitez pas aussi à aller télécharger, il y a un QR code, le guide vert qui va reprendre les leviers et les enjeux du verre, mais 3 R. On n'oublie pas les enjeux de recyclage aussi sur cet emballage et le levier du réemploi aussi qui est un fort levier de décarbonation de la filière. Eh ben, merci beaucoup Pauline et merci à l'ensemble de la filière pour tous ces travaux, tous ces efforts et aux équipes d'Adelph pour la qualité de leur accompagnement. Merci Pauline. Alors vous l'avez peut-être compris puisqu'on a parlé de réduction de poids, juste ce qu'il faut en fait pour que l'emballage conserve ses fonctions essentielles de protection du produit, de transport, de conservation du produit. Et c'est là où on touche à la notion de juste emballage. Ni trop peu, ni pas assez. Il faut aller chercher exactement le bon dosage pour avoir un emballage qui répond toujours à ses fonctions. Cette notion de juste emballage, on va en parler maintenant lors d'une première table ronde avec nos intervenants que j'invite à me rejoindre sur scène. Voilà, Stéphane nous rejoint également. Et bon, on va commencer par vous, Stéphane. Bonjour, Stéphane Désaubry, professeur à l'Université de Lorraine, École nationale supérieure d'agronomie et des industries alimentaires de Nancy, donc l'ENSAIA. Merci d'être avec nous. Sophie Partouche, avec nous également sur cette table ronde, ingénieure développement emballage pour Biscuit Bouvard. Bonjour Sophie. Et Mélanie Emas, responsable recherche et innovation matériaux chez Citeo. Donc pour parler du juste emballage, n'hésitez pas à poser, si vous êtes à distance, vos questions au fil de l'eau. On en prendra quelques-unes à l'issue de nos échanges. Et puis on fera aussi passer le micro dans la salle pour les questions pour les personnes qui sont présentes avec nous. Donc on va parler de juste emballage et je vais faire un peu comme Pauline. Moi j'ai posé une petite devinette. Est-ce que vous voyez aussi une différence? On vous a affiché un avant, un après sur un emballage dans le secteur de l'épicerie, du biscuit
Moi, j'en vois une petite, on va l'éclairer, je ne sais pas si vous la voyez. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre ces deux images, il y a 18 mois de travail, 18 mois de travaux avec l'ensemble de nos partenaires, pilotés par les équipes R&D co-conception chez Citeo. Mélanie, est-ce que tu peux nous dire en quoi ont consisté ces travaux et comment ils sont nés ? Alors bonjour à tous déjà. Alors ces travaux ils sont issus d'un constat fait à partir d'échanges qu'on a eus avec les clients Citeo, les industriels. On a constaté que les industriels qui menaient une démarche d'amélioration, d'optimisation et de réduction d'emballage et de changement d'emballage étaient très souvent confrontés à une question de la part de leurs fournisseurs qui était dites-moi quel est votre besoin et j'adapterai au mieux l'emballage à choisir. C'est-à-dire quel est votre besoin, notamment en termes de barrières à l'eau, de barrières à la graisse, de barrières à l'humidité. Et en fonction de ça, je vous indiquerai le matériau adéquat, l'épaisseur adéquate, etc. Sauf qu'on s'est rendu compte que répondre à cette question, c'est pas si simple. Parce que connaître son besoin, c'est pas évident pour tout le monde. Ça dépend des produits, ça dépend des industriels, donc ce n'est pas facile. Alors on s'est dit, ok, si c'est pas facile, est-ce qu'on peut répondre à une question qui est, est-ce qu'on est en mesure de définir le juste besoin du produit en fonction de sa composition? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'en fonction de mon produit, de la teneur en humidité, de la teneur en gras, de la teneur, etc., est-ce qu'on est en mesure de dire, pour ce produit-là, avec cette composition-là, il me faut tel matériau d'emballage, telle épaisseur, tel type de barrière à l'eau, à la graisse, à l'humidité, à l'oxygène, etc. Donc, pour faire ce travail-là, on a été obligé de s'entourer d'experts techniques. Donc, c'est vrai qu'on s'est tourné vers le laboratoire, donc l'ENSAIA, l'Université de Nancy. Et on a choisi un secteur de marché, donc notamment le secteur de l'épicerie. On a sélectionné différents produits, qu'on verra ultérieurement. Et on a donc développé un projet, on a monté un projet, donc le projet BIBAP, besoin barrière des produits, qui visait justement... Tu peux montrer, je crois qu'on a une petite slide pour montrer le petit cheminement du projet BIBAP. Il fallait que j'appuie. Et voilà. Donc, on a monté ce projet BIBAP, donc, ciblé sur le secteur de l'épicerie, qui vise à développer, in fine, un outil d'aide à la décision pour les clients Citeo. Stéphane, comment vous avez pris le sujet, la problématique posée par Citeo, et qui aboutit finalement à cet outil? Alors, la première étape, ça a été de sélectionner 4 produits. On est parti il y avait un produit de biscuiterie, un cookie, une madeleine, un pain de mie, histoire de couvrir assez largement les gammes de produits qu'on pouvait rencontrer sur le marché. Et puis on a testé au total une dizaine d'emballages sur ces différents produits. L'objectif étant de déterminer justement le juste emballage, le besoin pour atteindre la même DDM qu'aujourd'hui, donc la même durée de conservation. L'idée, c'est pas de raccourcir la durée de conservation, mais d'atteindre la même. Est-ce que les emballages ne sont pas surdimensionnés actuellement? Et donc on a essayé de définir, suivant ce qu'a expliqué Mélanie, justement les propriétés optimum. Et pour ça, on a fait du conservation accélérée, ce qui nous a permis d'avoir des résultats plus rapides que ce qu'on aurait eu simplement en vieillissement standard. Et qui se matérialise du coup dans un ABAC, c'est ça le terme technique, donc un schéma qui permet de visualiser où se situe le juste emballage en fonction des critères qu'on a identifiés. Vous nous racontez ça, Stéphane, et on a le schéma juste. Je peux essayer de vous raconter ça. Donc, vous voyez apparaître sur cet ABAC qui peut paraître un petit peu abstraite au départ. En ordonnée, vous avez 2 axes. Un sur la perméabilité à la vapeur d'eau, donc les propriétés de perméabilité à la vapeur d'eau des emballages. Un autre axe qui correspond à la durée de conservation du produit. Donc les lignes courbes rouges correspondent au DDM ciblé. Et puis en abscisse, vous avez les teneurs en eau des produits, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une relation assez directe finalement entre la teneur en eau et la durée de conservation. Et la zone verte correspond à une zone où la perméabilité à la vapeur d'eau est adaptée à la conservation ciblée. Et donc, en se positionnant dans cette zone verte, en fonction de la DDM ciblée et de la teneur en eau du produit, on va pouvoir déterminer la perméabilité optimale du packaging. Et donc, aujourd'hui, on a constaté que beaucoup d'emballages se trouvaient plutôt dans la zone basse,
donc correspondant aux emballages surdimensionnés, et qu'on pouvait, grâce à cet abac, réduire l'épaisseur des emballages. Et puis, vous n'avez pas précisé la différence entre les deux premiers, mais c'est qu'il y a un emballage qui est beaucoup plus fin que l'autre. Beaucoup moins de matière. On avait deviné quand même un petit peu, mais c'est bien de le préciser. À partir de ces travaux, franchement, une lecture extrêmement claire hein, de où est-ce qu'on peut doser justement pour situer son emballage de façon juste, avec tous les enjeux aussi en matière de perception du suremballage aussi des consommateurs. On sait hein, que c'est un sujet qui est clé aussi pour les industriels, vous nous le direz aussi Sophie. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite de ces travaux chez Citeo une fois que l'ENSAIA a pu produire cette visualisation assez claire? Donc l'idée, effectivement, c'est d'avoir un outil d'aide à la décision qui sera donné aux clients Citeo. Donc il y a eu une première phase donc ça c'est une première phase de projet. Donc c'était de développer déjà la méthodologie. Oui. Et ensuite, l'objectif c'est de faire tester en fait cette première phase de tester en fait cet abac. Est-ce que cet abac fonctionne bien? Ça sera vraiment le premier objectif de cette année. Et ensuite, il y a, donc là on l'a développé sur la barrière à la vapeur d'eau. Et ensuite, on va compléter en fait ces travaux avec on veut développer en fait un abac, je vais y arriver, équivalent sur la partie oxygène. Et là, on va travailler donc avec Biscuit Bouvard sur est-ce qu'on peut arriver à développer un outil équivalent, mais qui n'est pas sur la vapeur d'eau, qui est sur la partie oxygène. Et c'est là que vous intervenez, Sophie, pour Biscuit Bouvard. Pourquoi ça vous intéresse particulièrement, cette méthodologie? Qu'est-ce que vous souhaitez en tirer? Alors oui, en fait, donc nous, chez Biscuit Bouvard, on est déjà engagés dans une démarche d'éco-conception et de trouver la juste barrière pour nos produits. Et l'oxygène, c'est vrai que c'est un sujet pour nous parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de recettes de biscuits différentes avec des produits plus ou moins sensibles et qui sont plus ou moins sensibles à l'oxygène. Sauf qu'on n'a pas exactement la donnée de quel produit est le plus sensible. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir en fait approfondir ce qu'on fait déjà en test de vieillissement standard. Donc comme le disait Stéphane, on fait du vieillissement standard, on suit les qualités organoleptiques de nos produits en fonction des conditionnements. Mais là, l'idée, c'était d'avoir une étude plus poussée avec des biscuits, avec des recettes qu'on sélectionne en amont, avec le labo expert qui vient faire les tests de vieillissement pour qu'on puisse avoir des résultats rapides et concrets sur les besoins barrières de nos produits. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est en 100% monomatériaux sur nos produits, mais voilà, l'idée, c'était vraiment de se dire, OK, on est en 100% monomatériaux, c'est déjà bien, mais quel est le juste besoin barrière pour mon juste produit en évitant la surqualité sur les fils. Et quel gain précisément vous souhaitez justement tirer, quel bénéfice vous souhaitez tirer de ce travail exploratoire sur vos produits? À quel niveau se situe-t-il? Alors des gains, il y en aura plusieurs. Il y aura déjà premièrement des gains environnementaux parce que du fait qu'on essaye de mettre en marché des films moins complexes, ce sera des films qui seront plus recyclables par définition. On aura aussi des films qui seront moins épais, donc en fait moins de déchets mis en marché. On va aussi avoir des gains au niveau de nos stratégies de fabrication parce que forcément plus on connaît notre besoin, plus on a une réponse adaptée aux produits en face. Et évidemment, on maintient aussi la démarche de mise en conformité réglementaire dont on parlait au début de la matinée. Par contre, on est quand même confronté à des freins du fait qu'on soit une industrie agroalimentaire. On n'est pas artisan, donc on ne peut pas faire de cas par cas sur nos produits. On est plus dans une démarche de massification de nos productions. Donc on va toujours être confronté à cette notion de taille critique où en fait c'est le produit le plus exigeant de notre ligne de prod qui va dicter un peu la typologie des emballages pour toute la gamme similaire sur ce produit-là, sur cette ligne-là, quoi. Pour revenir sur les gains et les avantages, Mélanie, est-ce qu'on sait dire aujourd'hui un peu en moyenne, à l'appui de cette méthodologie, quel type de bénéfices on peut en tirer?
Alors nous, ce qu'on a constaté dans le cadre de cette étude et par rapport aux produits qu'on a testés et aux emballages qu'on a testés, on pouvait aller jusqu'à moins 30% en fait d'épaisseur de film. C'est-à-dire qu'on a constaté qu'il y a des films, on pouvait les optimiser en enlevant 30% d'épaisseur sur ces films-là. Donc c'est quand même pas négligeable, ça a un impact économique, 30%, on imagine 1 tonne par exemple de film PP utilisé dans l'année, ça fait 300 kg de matière en moins quand même à acheter, à utiliser, donc économique, mais également environnemental. 300 kg de PP en moins, c'est environ 600 kg équivalent CO2 en moins, donc on allie les deux, l'impact économique et l'impact environnemental, d'avoir cette démarche d'optimisation et d'aller vers le juste besoin de son produit. Stéphane, donc vous menez au sein de l'ANSAIA tout un tas de travaux de recherche sur différentes problématiques. C'est dans votre ADN, c'est dans votre mission aussi d'accompagner les industriels. On sait tout l'enjeu que recouvrent ces transformations économiques, environnementales pour l'industrie. Oui, alors je fais partie d'un labo qui s'appelle Laboratoire d'ingénierie des biomolécules et on travaille, on va dire, à 80% en partenariat industriel, avec vraiment comme cible l'éco-conception des packaging et puis des démarches partenariales vers une démonstration très concrète et une application rapide de nos recherches. La BAC en est un bon exemple où on essaie maintenant justement de la mettre en application la plus vite possible, mais c'est vrai que c'est vraiment dans nos gènes. Sophie, j'aimerais bien qu'on revienne sur parce que vous l'avez dit, Biscuit Boulevard n'en est pas à son premier projet en matière de réduction. La démarche date de quelques années. Je voudrais qu'on revienne sur un des projets très concrets. Je crois qu'on a vu une slide en avant-première tout à l'heure. Je pense qu'on peut la remettre sur un projet de réduction que vous avez mené. Je veux bien que vous nous racontiez comment vous l'avez développé, et je crois qu'il était lauréat, il a été soutenu par Citeo dans les appels à projets. Oui, c'est ça exactement. Il était, on avait répondu à l'appel à projet Citeo en 2023 sur la réduction. Et donc en fait le projet c'était de supprimer un élément d'emballage dans les produits que vous voyez à l'écran, donc des petits beurres tablettes chocolat. L'idée, c'était en fait de supprimer la barquette et donc de passer d'une barquette plus pochon film, étui carton, à 2 pochons plus l'étui carton. Et donc en fait, cette réduction, elle nous a permis d'avoir un pourcentage de moins 70% de plastique par UVC, donc qui était non négligeable. Par contre, évidemment, c'est des changements qui sont majeurs au niveau industriel, donc on a dû revoir en fait toutes nos lignes de production et notamment plus précisément la fin de ligne, adapter la fin de ligne à ce format-là, parce qu'en fait l'objectif, comme je disais tout à l'heure, l'objectif c'est pas de faire du cas par cas et surtout dans des travaux de réduction, autant le maximiser autant que possible. Et donc en fait l'objectif c'était vraiment de basculer toute la gamme de petits beurres tablettes chocolat de cette ligne-là en pochon plus, pochon plus étui, ce qui a été réussi, donc toute la gamme a basculé. Et du coup, ce que je peux aussi vous dire en ouverture, c'est qu'on continue les projets de réduction au sein de Biscuit Bouvard, comme beaucoup d'autres, et on a des projets qui vont bientôt voir le jour sur des réductions d'emballage, normalement très prochainement en rayon. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, mais très prochainement en rayon sur encore de la réduction d'emballage. Quand on peut, on réduit. Merci Sophie. Mélanie, peut-être pour finir, il y a d'autres projets, d'autres problématiques aussi qui sont adressées, de réduction, mais qui sont adressées notamment à travers les appels à projets ou des partenariats. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples là aussi en ouverture ? Oui. Alors, déjà, juste pour faire un bilan de cette étude, donc on a déjà répondu à cette question initiale. Donc, il n'y avait pas de méthodologie. On a réussi à créer une méthodologie. On a 2 choses. La méthodologie de vieillissement accéléré, la BAC d'aide d'outils à la décision. Donc, ça va faire l'objet d'une publication scientifique. Et également, on mettra à disposition donc, ces outils d'aide auprès des clients. Donc là on a joué, on a pris l'axe besoin de produit pour définir au mieux l'emballage. On est complémentaire en fait à l'approche de réduction du nombre d'emballages en tant que tel via les appels à projets et autres.
Et on travaille également sur le matériau en tant que tel, donc notamment via les partenariats qu'on peut avoir, donc les partenariats techniques qu'on peut avoir avec les centres techniques français aujourd'hui. Donc je citerai IPC, je citerai le centre technique du papier, le CTP, où on vient travailler sur soit la fabrication du matériau en tant que tel, où on va venir chercher en fait à alléger le matériau. Donc tout ça dans un objectif d'optimisation, d'allègement et de réduction. Eh ben, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Je n'ai pas eu pour nos intervenants sur ce sujet de l'ABAC, de cette méthodologie, de la notion de juste emballage peut-être. Je n'ai pas de questions à distance, il me semble. Sauf si je maîtrise mal l'outil, mais je pense que je suis Tout pas était mal. clair. Tout était limpide. On regarde quand même s'il n'y a pas des mains levées. Donc j'en profite juste pour préciser, puisqu'il n'y a pas de questions. Eh ben, Mais j'ai encore du temps, Mélanie, tu peux y aller. Mais en fait, on est bien conscient aussi que cette méthodologie, elle ne pourra pas couvrir 100% des produits. Elle ne pourra pas s'utiliser sur 100% de vos produits. C'est pas possible. On a essayé d'être le plus représentatif. On se dit qu'avec cette méthodologie, on pourra l'utiliser sur 70-80% déjà des produits. Mais c'est déjà beaucoup. Et effectivement, on aura toujours des cas particuliers, des petites graines de lin, des choses comme ça qui vont venir un peu modifier le jeu. Mais l'idée, c'est d'être représentatif au maximum sur les produits. Eh ben, merci beaucoup Stéphane pour tout ce travail d'élaboration. Merci Sophie, de beaux projets de réduction à vous.